Hola, hola les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau live, une nouvelle interview, je suis vraiment ravi. Depuis qu'on est à Tenerife, j'ai lancé une tournée d'interviews justement pour pouvoir échanger avec différentes personnes extraordinaires à travers le monde, des personnes inspirantes qui viennent nous partager leur histoire, leur parcours sur comment ils ou elles ont fait pour en arriver là aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le live, on est en train de se connecter. On va être avec Asma qui va nous partager son histoire, son parcours et vraiment, je suis ravi. Donc, Asma, si tu te connectes maintenant, juste en bas, tu as un petit bouton pour demander à rejoindre le live. Bonjour les amis, salut Malika. Je commence à voir les personnes qui se connectent. Sinon, je vais voir pour t'inviter directement. Alors, est-ce que c'est good? Donc, les amis, on est en train de se connecter. Bonjour Elodie, salut Malika. Ah, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Alors, j'entends. Alors, bonjour, bonjour tout le monde. Je ne sais pas Bonjour si tu me vois, Jonathan. Asma. Alors, je te vois pas. Euh, Moi, je te vois très bien. alors, est-ce que on va attendre un peu? Est-ce que l'écran se met? Moi, je te Alors, vois je te très très vois bien. pas du. Ouais, je te vois pas du tout. Euh, Peut-être j'essaye de t'inviter, de te renvoyer. OK? D'accord, Est-ce que tu peux juste appuyer sur fermer le live et ça renvoie l'invitation? d'accord. Alors, je recommence. Faut voir. On va y arriver. Alors, alors. Donc les amis, on est en train de se mettre en live, on voit tous les deux. Alors moi, je te voyais pas. Je te renvoie l'invitation, Asma. Des fois, Instagram, ça bug un peu sur les lives. Euh, alors, on va y arriver. Il faut avoir la patience avec Instagram aussi. On a fait 250 interviews, donc on y est toujours arrivé. Bonjour à tous. Ah, yes! Ah, voilà. Bonjour Coucou Jonathan, Asma. bonjour tout le Sa- monde qui sont là Salut, aujourd'hui. salut, salut. Est-ce que déjà tu m'entends bien, toi, et tu me vois Je de ton t'entends côté? très bien, je te vois très bien. Ok. Est-ce que ça résonne pas? Un peu, mais pas beaucoup. Ok, Ça va. ok, ça marche. Bon, mais bonjour à tout le monde. Et bonjour à toi, Asma. Je suis ravi de te voir, te rencontrer, premièrement. Et, Merci, euh, merci et d'être là. merci. Merci à toi d'avoir accepté cet échange. Alors, de mon côté, ça résonne un petit peu. Est-ce que toi, ça va? Non, moi, ça va très bien. Bon, ok, ça va. On va faire comme ça alors. Bonjour à tout le monde, bonjour aux personnes qui vont passer par là, cette interview, nous rejoindre. Tout d'abord, je vais te laisser te présenter, Asma, nous dire qui tu es, aujourd'hui, ce que tu fais. Donc, tu as été une athlète olympique, multiple championne d'Afrique, judoka, auteure, préparatrice mentale aussi. Tu donnes aussi des conférences, tu fais plein de belles choses. Donc voilà, je te laisse te présenter, nous en dire un peu plus sur toi pour commencer cette interview. Alors voilà, je suis Asma Yang, je suis une athlète olympienne donc, qui a participé à Rio 2016 et Tokyo 2020 plus 1. Et puis, tout simplement, une exploratrice, comment je peux Hmm. me décrire, et une passionnée de sport en général. J'ai toujours été une sportive. Toujours le rêve olympique hein, qui était là. Donc, j'ai réalisé, j'ai coché dans la bucket list. Voilà, j'ai une bucket list où je coche certaines choses. Donc, les jeux, ça en fait partie. Et puis, pas que, je suis aussi une passionnée des ressources mentaux, de l'humain, tout simplement. Mhm. De l'humain, comment un humain déploie son plein potentiel, hein, ça a toujours, depuis toujours. Donc voilà, donc je suis aussi thérapeute, préparatrice mentale, et puis j'accompagne aussi des athlètes de mon métier aujourd'hui. Puis j'ai arrêté ma carrière il n'y a pas si longtemps que ça, hein, il y a peut-être 6 mois au final. Le haut niveau, Mhm. vraiment, je l'arrête en mai. Donc, je fais partie, en fait, aussi des athlètes à longévité. Donc, une bonne longévité, parce que j'ai pris vraiment le haut niveau, vraiment à 29 ans. Donc, voilà, j'ai eu un parcours un peu biscornu, atypique comme ça, hors sentier battu, comme je dis souvent.
Et finalement, voilà, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a plusieurs chemins qui mènent à notre consécration. Et donc voilà, j'ai emprunté pas mal de chemins pour arriver à l'Olympe, comme je dis souvent. Bravo. Tout d'abord, bravo. C'est magnifique. Et merci à toi de nous partager ici sur ce réseau ton message, ton histoire. Le but justement, c'est de redonner, d'inspirer. Et comme tu le dis, c'est ce que tu fais aussi à travers tout ce que tu partages. Je pense qu'on est tous là pour s'aider et s'inspirer ensemble. Pour revenir par rapport à ton parcours et ton histoire, justement, euh, comment ça se passe pour toi? Est-ce que c'était une évidence, ce sport, ou est-ce que tu as fait plusieurs sports avant de te dire, OK, c'est là que j'ai vraiment envie de m'engager? Comment tu en es venu là, en fait? Alors c'est vrai que bah, je sais que de mon enfance, j'étais une enfant très hyperactive, hein, vraiment très hyperactive. Donc, je tenais pas en place. Hein, voilà, c'était quelque chose chez moi. Je m'identifiais toujours aux dessins animés, aux super-héros. Donc, voilà, j'étais une casse. Voilà, je passais ma vie à l'hôpital parce que je me suis brûlée à gauche, à droite. On ne pouvait pas me laisser dans une place avant qu'il arrive une catastrophe. Donc, voilà, j'étais plein de ressources. Et puis, il s'avère que moi, je suis née au Maroc. Donc, ma maman est marocaine, mon papa est sénégalais. Et donc, moi, je suis restée avec mon père. Ma mère, elle est venue ici. Donc, ma mère de 1 an à 11 ans, donc je ne vis pas avec elle. Donc, j'ai découvert ma mère. En fait, je rencontre la rencontre avec ma mère. Elle se fait à 11 ans en France. Donc, j'arrive à 11 ans à Paris, à Noisy-Grand, dans la ville, exactement. Et je ne parlais pas du tout français. Donc, je ne maîtrisais pas du tout la langue de Molière, rien du tout. Hein, je ne savais rien dire. Et je pars dans une école francophone, euh, juste une année. Et au bout d'1 an, je me retrouve au collège, tout simplement, au collège. Donc, vous imaginez 1 an de français, et je me retrouve dans le collège au même niveau que tout le monde, en fait. Donc, c'était très difficile au départ. Et c'est vrai que mon souhait, c'était vraiment, moi, d'aller dans un sport-études. Donc, je faisais du hand. Faut savoir que je suis championne de France de moins de 18 ans de handball avec ma ville. Je faisais de l'athlétisme à l'UNSS. Donc, l'athlé, ça a toujours fait partie de ma jeunesse avec le hand. Et je connaissais pas le judo du tout. Donc, le judo, c'était vraiment un sport que je ne connaissais pas du tout. Et je le découvre bien après. Et puis, c'est vrai que je souhaitais faire un sport-études ou en athlétisme ou au hand. Donc, voilà, c'était mon souhait. Et c'est vrai qu'à l'école, à l'époque, il fallait avoir une moyenne très haute pour pouvoir faire un sport-études. Et Hmm. donc là, on me dit échec scolaire. Donc, j'entends le mot échec scolaire. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire, le mot échec. Et puis là, on me dit échec qui est synonyme, enfin, que ce que j'ai compris à l'époque, c'était le professionnel. C'est-à-dire que quand tu es un cancre, tu pars en professionnel. Donc c'est terrible pour la tête d'un enfant, en fait, d'une jeune fille. Donc pour moi, c'était ceux qui n'étaient pas bons, ils allaient en professionnel. Donc j'espère que les choses, ils ont changé aujourd'hui, mais c'est vrai que c'était perçu de cette manière-là. Ceux qui partaient pas en général étaient. Donc j'ai fait quelque chose de complètement éloigné. Donc je suis partie en cuisine. Donc, j'ai j'ai un CAP BP Bac Pro Cuisine. Donc, je suis partie complètement dans les fourneaux chez un traiteur. J'ai fait ça en contrat de qualif. Et donc, le rêve olympique, il était très loin, quelque part, mais dans un tiroir fermé à double tour. Et donc, voilà, j'ai essayé je pense à l'époque, j'avais accepté en sachant que. Alors, j'avais visualisé tellement mon futur. C'est vrai que moi, il y a quelque chose que je faisais souvent jeune et je m'en rends compte plus avec l'âge et la maturité. Je cherche comment j'ai trouvé le fait que j'accompagne. J'essaie aussi de comprendre ce mécanisme. Qu'est-ce qui fait que des fois, notre route, elle est tellement. On voit rien. Voilà. Et puis finalement, on reste accroché, on a une foi. Et je sais que la visualisation, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé dans mon parcours, parce que je me visualisais quelque part et je me disais, bon, puisque j'ai visualisé, ça va arriver, même si je fais une autre tâche. Donc, d'être capable de faire une tâche complètement différente de nos rêves et complètement éloignée, mais accepte-la pleinement, parce que c'est grâce à elle, qui est éloignée, hein, le paradoxe en fait, qui va t'emmener là-bas. Qu'est-ce que la cuisine et les jeux ont à voir? Mais en fait, si. C'est pour ça que dans mon livre, il y a un passage où j'écris: j'ai accepté de couper beaucoup d'oignons pour revivre mon rêve olympique. Hmm. Magnifique. Bravo à toi.
Le mot qui me vient, c'est résilience. Déjà, je pense comme tout grand sportif ou champion ou quelqu'un qui veut vraiment, justement, on va revenir sur ce que tu as dit avant de continuer ton parcours. Il y a vraiment un millimètre. J'aime m'intéresser au millimètre, comme toi. Euh, avoir cette force de visualiser, j'ai envie de dire, au début, c'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir quelque chose derrière. Il faut avoir, moi je parle d'étincelle, je parle de, il y a quelque chose dans ton histoire tu peux pas, et tu vois, quand je t'en parle, j'en ai les frissons. D'accord, là, tu es C'est, tu peux pas en en train de rester me là. dire, Jonathan, Asma, livre-moi, dis-moi plus. Ok. En fait, Tu vois? je pense sincèrement que pour moi, alors dans ma tête d'ado ou de jeune fille, hein, j'étais très jeune, j'avais compris très vite que les seuls adultes qui continuaient à jouer à l'époque, c'était les athlètes de haut niveau. Parce qu'en réalité, c'est les seuls adultes qui jouent encore, qui sont en mouvement et qui rêvent encore dans notre société et qui sont adultes. Et je pense que le fait que j'ai eu un peu une enfance pas très cool, pas très marrante, et qui était très difficile. Et donc, je pense que j'ai toujours voulu rester une enfant. Et donc, pour moi, les athlètes de haut niveau représentaient pour moi des adultes qui jouaient infiniment. Donc, quand on regarde les jeux à l'époque, je vois des adultes, je sais pas que ça soit, ils sautent, ils jouent avec un ballon, ils courent. C'est incroyable d'être un adulte comme ça à continuer à jouer. Donc, le sport était vraiment, pour moi, synonyme de jeu. Et finalement, quand on voit l'étymologie du mot sport de base, c'est désporter, c'est amusement. C'est ça, sport, c'est s'amuser. Et donc, moi, je voulais être cet adulte en réalité. Et donc, happé de rêver toujours et même que ça soit pas coupé lorsqu'on est adulte. Et donc, je pense que j'étais tellement happée et c'est devenu comme une obsession de devenir cet adulte qui joue encore tout simplement avec une âme d'enfant. Et on retrouve ça chez les athlètes. Voilà, c'est encore, je le dis, hein, dans notre société, c'est encore ils font partie des rares adultes qui rêvent, qui osent et qui jouent finalement. Et en plus de ça, même s'ils ont, enfin, ils n'ont pas peur parce qu'en fait, qui gagne au final? Il y a tellement d'athlètes et qui est sur le podium. Ils savent qu'au final, ça va peut-être pas arriver, mais ils continuent quand même dans la difficulté du corps, de l'esprit. Et donc, j'étais toujours fascinée par ces athlètes, en fait, tout simplement. Sachant que c'est pas du sport santé, malgré tout, parce qu'il y a un paradoxe. Merci pour ce que tu partages. Il y a plein de belles choses qu'on va revenir. Donc, justement, pour faire la liaison avec ton histoire, donc, tu t'engages dans les fourneaux, comme tu nous dis. Tu te prépares là, dans cette voie, et entre être là et avoir la vision de jouer, j'ai envie de dire, tout le monde peut jouer. On peut s'inscrire dans n'importe quel sport et jouer, s'amuser. Mais toi, comme moi, on sait très bien que quand on se rapproche du haut niveau, même si on s'amuse, parfois, ce goût du plaisir peut aussi disparaître. Parce qu'il y a tellement de travail, de conséquences, de choses, de sacrifices, même on peut parler, même si on aime, qu'il faut donner. Euh, comment va se passer pour toi justement entre le fait d'en être là dans cette situation et de se dire je veux jouer, je m'amuser à être champion olympique. Est-ce que tu savais déjà jeune que c'était un rêve d'être champion olympique ou c'est quelque chose que tu as découvert petit à petit? Alors, je sais très bien que les jeux, c'était quelque chose, une obsession depuis très longtemps, parce que je dessinais des anneaux très petites, Hmm. 12 ans, c'était quelque chose, les anneaux. Et puis, les anneaux, ça représentait un peu, parce que je me suis renseignée, donc c'était un peu le monde entier, dans le même endroit. Donc, il y avait quelque chose comme ça. Donc, j'allais rencontrer l'autre. Il y avait toujours cet univers, en fait, d'exploration, parce que je le dis toujours, hein, je suis toujours une exploratrice, j'aime bien, je suis curieuse, quelqu'un de très, très curieux. Et je pense sincèrement aussi que c'est parce que je, réussir lorsqu'on a vécu certaines choses difficiles, ça peut, des traumas ou un univers en fait où il y a une cassure quelque part, on a traversé un peu l'enfer. Il y a des choix qui mènent à ça. Et puis moi, inconsciemment à l'époque, je ne peux pas le rendre conscient comme là aujourd'hui, je pense que j'ai essayé à chaque fois de sublimer quelque chose. Et je pense que j'ai toujours fonctionné comme ça, à sublimer. Voilà. Je transformais inconsciemment certaines choses difficiles. Et puis, l'univers du sport, j'ai senti que tout de suite, j'avais ma place. Hmm. Donc, voilà, j'étais pleinement moi
voilà, et j'avais ma place. Donc, c'est quelque chose pour moi d'évident, en fait, d'évoluer là-dedans. Et c'est en fait finalement le sport qui fait mon banc d'école, je le dis souvent. Le sport de haut niveau, ça a été le meilleur, j'en ai fait hein, des études par la suite, mais je sais que cet univers de haut niveau, ça a été mon meilleur prof. Et par l'expérience hein, de vivre les choses par la chair, en fait, de les vivre, après, il y a un cheminement. Il y a un cheminement, qu'on en parlera après, mais il y a un cheminement d'épouillement de l'être aussi, hein, pour comprendre pourquoi tu es là et ce qui s'est passé derrière. Parce que le paradoxe derrière, comme tu l'as dit, on peut, par moment, avec les exigeants, enfin, je dis souvent les athlètes de haut et certaines névroses parce que le plein, trop, vide, c'est montagne russe, en haut, en bas. Et donc, finalement, des fois, s'il n'y a pas d'alignement, d'accompagnement, il n'y a pas quelque chose, en fait, on va essayer de comprendre parce qu'il y a des athlètes qui ont besoin, mais vraiment d'être dans cet état pour aller gagner et d'autres, ils ont besoin de calme et d'avoir travaillé certaines choses. Donc, il n'y a pas de règles. On est tous différents et c'est pour ça que je laisse toujours de dire il n'y a pas de vérité, il n'y a que des vérités. Et moi, en tout cas, de mon expérience, je sais que j'avais besoin de paix pour pouvoir performer et d'être bien. Donc, je suis partie à la recherche de ça. Donc, finalement, j'étais un peu comme une alchimiste à comprendre. Voilà, je dis souvent le mot alchimiste. J'essayais toujours de me transformer pour me sublimer, pour que je me sente bien, tout simplement. Voilà, je me suis aussi identifiée aux médailles. Et ça, c'est quelque chose chez les athlètes qui font assez souvent, surtout ceux qui n'ont pas les armes et les outils. Tout de suite, voilà, la médaille n'est pas là. Je cours après la médaille, je m'entraîne. Voilà, même si je suis passionnée, j'aime ce que je fais. La médaille n'est plus là. Ah bah, moi, j'existe plus. Ah bah, je suis plus là. De s'identifier vraiment profondément à un bout de métal et à cette réussite, bah forcément, si elle n'est pas là, on plonge. Et ça, on voit des grands champions, c'est arrivé et puis c'est tombé un peu bas. Et donc voilà, justement, j'accompagne dans ce sens. Ça peut arriver aussi aux grands étudiants, les grandes études. Ça peut être aussi dans le professionnel. Hein, voilà, c'est identique. De s'identifier à quelque chose vraiment d'extérieur, de ce qu'on fait. Il y a ce qu'on fait en ce qu'on est. Et ma valeur, en fait, je l'ai compris très vite que elle ne vaut aucune médaille au monde, en fait. Et moi, je suis championne olympique et là, enfin, il y a pas de, enfin voilà, il y a ma valeur, je suis, et aucune médaille ne pourra, voilà, remplacer ma valeur et mon être. Et ça, dès lors, l'athlète le comprend. Et ben en fait, il y a certaines choses qui switchent. Mais ça, c'est un cheminement. Et ça, c'est pour ça que certains athlètes ont besoin de le comprendre en le vivant. Moi, j'accompagne, il y a certaines fois, et je laisse faire. Il y a besoin de comprendre ce système-là, de tomber, voilà, on n'a pas besoin tout de suite on peut partager en accompagnant, mais il y a besoin aussi que la personne vive ça dans sa chair. On peut lui expliquer, mais si elle ne le vit pas, elle ne peut pas le comprendre. Donc, des fois, c'est très important que l'autre le comprenne en expérimentant. L'être humain a besoin de kinesthésique, de toucher, de comprendre, de le vivre, même si c'est difficile, même si c'est des mots à UX des fois. C'est important que la personne le vive. Magnifique. Magnifique, Asma, ce que tu nous partages. Il y a tellement de choses que tu partages qu'on pourrait échanger toute la journée. En tout cas, ça résonne plein de points à l'intérieur de moi également, forcément. Je vais revenir sur vraiment des points qui m'ont parlé, qui m'ont marqué, et qui, je pense, pour toute personne qui a un rêve, un projet dans ce monde, va lui parler. La première des choses pour qui a marqué mon attention, c'est notamment tu as parlé notamment des différents traumas, des différentes blessures qu'on peut avoir. Et tu as parlé d'une chose importante parce que c'est ce que je me disais petit aussi, que mon histoire un jour ou l'autre fera toute ma différence à chaque fois qu'il y avait des choses pour transformer les choses. Comment ça s'est passé pour toi? C'est-à-dire, c'est comme tu nous l'as évoqué, à un moment donné aussi dans ton histoire, tu as traversé, on va dire, un parcours d'enfer ou d'obscurité, ou du moins découvert des choses qui peuvent être désagréables, ou vivre des fois des choses, j'allais dire, quand on est jeune, contre nous aussi. Comment, justement? Parce que en vrai, tout est là. On le sait, ok, que toute notre vie peut se construire dans un sens ou dans l'autre par rapport à ça. Et
ce qui va faire un champion ou pas, généralement, c'est lié à tout ça. Ce qui s'est passé quelque part bien souvent dans cette enfance ou dans ces points marquants dans notre vie. Comment toi, est-ce que ces moments-là, tu as réussi à les transformer en force? Est-ce que pour toi, c'était une évidence? Est-ce que c'est cette alchimie intérieure que tu t'es fait toi-même? Ou est-ce qu'autour de toi, tu as eu des personnes qui t'ont aidé justement dans ces moments-là, ou des coachs ou des mentors qui peut-être, à un moment donné, il y a eu une lumière et qui t'ont aidé à transformer ça? Alors, il y a même un chapitre que j'ai mis, j'ai dédié à ça, les rencontres magiques. Alors, je pense qu'on n'est jamais seul, en fait. Souvent, on dit, ah, ben non, on n'est jamais seul. Il y a des gens qui traversent nos parcours, hein, que ce soit des gens en bref délai qu'on peut rencontrer une journée, comme des gens qui nous accompagnent pendant 20 ans, 30 ans. Donc, j'ai toujours eu des belles rencontres. J'en ai fait un titre qui s'appelle, un chapitre, Les rencontres magiques. Et, euh, et la magie, hein, l'âme agit. Et donc, je pense, voilà, c'est ça. Hein, j'aime beaucoup le langage d'oiseau, hein, je l'utilise souvent. Mais, et en réalité, c'est tout un cheminement. Et la résilience, souvent, on en fait quelque chose de fixe. Et c'est toute une vie jusqu'à aujourd'hui. Hein, je l'amène, en fait. C'est pas, ça serait en toute humilité. C'est vraiment, c'est un travail Hum, quotidien, courage de chaque matin. Mais par la suite, il y a quelque chose qui était évident pour moi, c'est que souvent on s'identifie aussi à ces traumas. On n'est pas nos traumas. Et je hum, l'ai saisi, il y a quelque chose, il y a un switch qui s'est mis. Il y a nos traumas, mais on ne l'est pas. Et surtout derrière, hein, le process qui se met, voilà, cet ancrage qu'on met, on s'identifie à ce passé, à ces choses-là. Mais après, c'est un process, tout simplement, c'est un processus très long pour, voilà, en accompagnement, ça peut être voilà, l'univers des psy-thérapeutes, peu importe la personne qui trouve un cheminement qui peut l'aider voilà, à saisir ça, de le comprendre, de le vivre. Et moi, ça, je pense que c'est mon parcours, tous mes voyages, mon parcours, tout ce périple qui m'a amené en fait à en fait, tout ce savoir en fait. Savoir et de comment j'allais me ressentir en fait, et ce quotidien. Et j'ai compris que c'était parce que j'arrosais, c'est comme une plante qu'on arrose tout le temps. Et en fait, c'est ça la résilience. Et j'ai l'impression hum, que j'ai en fait nourri mon âme, nourri mon être de bonnes choses. C'est-à-dire que c'est pas toujours constant. Il y a des fois, il y a des moments difficiles mais dans ce parcours. Mais en fait, c'est un quotidien que j'ai mis en hum, place. Voilà, cette discipline, ce mot-là, des fois, voilà, on a du mal avec le mot discipline parce qu'on entend armé, on entend quelque chose d'exigeant. Mais en fait, moi, j'ai souvent, c'est le petit amour qu'on se donne de soi-même, ce petit courage de chaque hum, matin. Et je sais que voilà, cette discipline, elle m'a accompagnée, elle m'accompagnera toujours. Et cette discipline, qu'est-ce que c'est? C'est qu'est-ce que j'ai envie de manger? Alors, mes métaphores, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Quelles sont les personnes autour de moi que j'ai envie que. Bah, voilà. Et donc, tout ça fait que bah, ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et puis, hum, la mission de vie. Puis aussi, trouver sa mission de vie. C'est quelque chose qui rend heureux. Et c'est vrai que bah, voilà, je fais partie des gens qui ont de la chance d'avoir waouh, parce que j'ai beaucoup d'amis, mais comment tu as fait pour toi? Moi, je la trouve pas. Je travaille, je gagne bien ma vie, mais je sens que c'est pas ma mission de vie. En tout cas, on est tous là pour une mission de vie, et je sais que moi, la mienne, voilà, elle est là, elle est évidente, et j'y contribue. Et dès là, on l'a trouvée, bah, en fait, tout simplement, on se sent à sa place. Et puis, hum, finalement, tout le reste, bah, en fait, vient même si c'est douloureux, hein, des choses, voilà, qu'on me dit, ah non, c'est acceptable, comment je peux prendre tout ça? Bah, tout ce qui s'est passé avant fait partie de la mission de vie. C'est-à-dire que ma mission de vie, c'est aussi prendre c'est comme un pactage, hein, c'est avec. Et donc, on embrasse ça et on met beaucoup d'amour de tout ce qui s'est passé. Donc, j'ai mis beaucoup d'amour dans les mots AUX. Et donc, forcément, ben, j'ai déployé mon plein potentiel. Parce que le but là de ce live, c'est comment un être peut aussi déployer son plein potentiel hum, avec des boulets aux pieds, en fait. Toutes ces croyances, toutes ces choses quoi, qui sont là et qui nous retirent, en fait, qui nous happent vers le bas. Et puis aussi, des fois, qu'on peut aussi se créer. Et, en fait, voilà. Et je sais que ça fait partie des choses qui ont fait que j'ai déployé mon plein potentiel et que j'arrive à faire certaines choses parce que j'ai travaillé là-dessus. hum. Bravo et merci.
pour ce que tu nous partages, Asma. C'est très fort. J'ai l'impression d'entendre un double, donc il n'y a jamais de hasard dans des rencontres. Et c'est justement comme tu l'as dit, il n'y a jamais une vérité. C'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de toujours échanger et partager d'autres voix. Parce que c'est toutes ces voix qui nous permettent aussi, qui nous aident à nous trouver, à développer ce qui résonne en nous, en fait, de fort. Euh, pour revenir à ton parcours, comment va se passer le sport, justement, le judo? Est-ce que ça va être une évidence? Est-ce que ça va être simple? Est-ce que tu vas gagner de suite? Est-ce que tu te dis, waouh, c'est ça en fait pour moi? Est-ce que tu peux nous partager un petit peu ton parcours, justement, par rapport à ce que tu viens d'évoquer, en termes, on va dire, de conseils, tout ça? Pour toi, justement, tous ces conseils, je sais que tu les partages et tu les incarnes parce que tu les as implémentés dans la matière. Comment ça se passe concrètement de ce rêve à cette réalité, on va dire, pour toi? Alors bon voilà, comme j'ai expliqué, moi ça a été une évidence pour moi qu'un jour bah, je vais vivre ça, je l'ai tellement visualisé. Et puis il faut savoir que je suis rentrée chez les sapeurs-pompiers. Donc je faisais partie, bon les femmes je pense elles sont rentrées en 2003, je suis rentrée vers 2005 et donc c'était aussi les femmes donc dans un milieu patriarcal très masculin. Donc voilà, je suis restée on va dire un peu moins de 10 ans. Et il y a aussi ça, il y a eu aussi je Mhm. pense, ce banc d'école. Les pompiers, ça a été un très bon d'école, hein. Vous savez, c'est un métier qui est exigeant et j'en suis vraiment. Je pense aussi qu'il fait, voilà, les sapeurs-pompiers de Paris, voilà, la brigade a fait partie d'un point très important dans ma carrière. Parce que sachant que bah, je commence le judo à 20 ans, donc je découvre le judo à 20 ans, voilà, qui commence le judo à 20 ans en voulant être dans les meilleurs mondiaux. Et et c'est vrai que j'ai pas eu le parcours de sport-études, tout ça, et donc forcément la petite fille qui va être aussi un super-héros, tout ça, et donc finalement le pompier de Paris, c'est, bah voilà, j'ai une âme guérisseuse, je sais depuis Mhm. toujours, et donc c'est un métier qui me plaisait. Bah, on fait du sport, voilà, on est dans le soin aussi de l'autre, donc c'est quelque chose qui m'allait très bien en fait. Et puis j'ai évolué là-dedans, et finalement il y avait le tiroir encore qui était là quelque part. Et des fois, il y a une phrase qui dit, je l'explique souvent dans le livre, décision exceptionnelle, résultat exceptionnel. Dès qu'on prend Mhm. quelque chose voilà, à la hauteur de la... Voilà, il y a d'ailleurs une réponse qui va s'ouvrir pareil. Oser, en fait. Et j'ai pris une décision exceptionnelle. Alors, il y a eu un résultat exceptionnel parce que ma décision exceptionnelle, c'était de quitter bah, mon métier. J'avais 29 ans et je voulais faire vraiment du haut niveau à 29 ans. Donc, tout le monde dit, ah, mais elle est folle, quoi. Et je pense que j'ai tellement monté mon exigence. Alors, je me suis dit, bon, tu as 29 ans, les Jeux Olympiques, c'est là. Est-ce que ta vie, elle est à la même hauteur? Ça veut dire que, voilà, tu veux arriver à ça, là, c'est quelque chose de très grand. Est-ce que finalement, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu peux maîtriser et contrôler? Mhm. Et c'est vrai que le point fort que j'ai eu à ce moment-là, je me suis vraiment focus de tout ce que je contrôlais. Tout le reste, je lâchais prise. C'est-à-dire que c'est des choses simples, en fait, des fois. Alors, je me suis entourée Mhm. de certaines personnes qui pouvaient m'aider, certes. Donc, c'était est-ce que je dors bien? C'est des trucs super simples. J'étais voilà, exigeante sur mon sommeil, c'est ça la discipline. Est-ce que je mange bien? Exigeante sur juste voilà ce que je mange, de mon entraînement. En fait, tout ce que je pouvais maîtriser moi à mon niveau, ben, je le faisais très très bien. Et par moment, on veut quelque chose de grand, mais les petites choses qu'on peut maîtriser, ben, on ne les fait pas. Et donc, en fait, on va Mhm. courir. Oh, je comprends pas, l'autre, il m'a pas fait un prêt, l'autre, ceci, l'autre, voilà, ça part dans tous les Mhm. extérieurs. Mais dès qu'on voit à l'intérieur, ben, en fait, finalement, ces choses-là, on ne les fait pas. Et donc, j'ai trouvé les Mhm. choses plus faciles parce que je me suis concentrée sur les choses les plus simples. C'est tu manges bien, tu dors bien, tu t'entraînes bien, tu fais les choses juste pour arriver là. Qu'est-ce que tu as besoin pour le haut niveau? Donc voilà. Et comme je ne maîtrisais pas assez bien enfin, certaines choses, donc voilà, il y avait certaines personnes, je le mets, qui étaient là dans mon parcours, qui m'aidaient, mais à mon niveau. Et par contre, c'était une exigence qui était très élevée Mhm. sur plein de choses. Alors, pas tes psychologistes, ce que tu fais, mais en fait, non, pas du tout. C'est que j'avais tellement envie d'atteindre par rapport à certains qui avaient peut-être des structures, plus de budget, plus de choses que moi, mais moi, je me suis dit, ben, je vais essayer de faire au maximum ce que moi, je peux faire au maximum bien pour arriver là. Et donc, je commençais à augmenter. Tata, tata. Et puis, ça allait.
Puis je commençais à avoir ce niveau-là. Et au bout de, je crois, 29 ans, donc au bout de 3-4 ans, j'arrive dans le top 4 mondial parce qu'il y a eu cette exigence de ma part de choses qui peuvent, il y en a qui vont dire sacrifice, moi j'aimais tellement ça que j'embrassais tellement cette difficulté. Et puis tout le reste m'a aidé. Bah, la discipline de la cuisine, l'heure disciplinée, bah, j'ai pris. C'est une formation qui a été incroyable pour que je puisse arriver à ça. Non, pas. C'est juste, voilà, c'est le 6 heures du matin, on va courir. En fait, tout mon parcours était là pour m'accompagner dans le sac à dos. Donc, voilà. Et donc, c'est là où j'ai compris pourquoi ce parcours, pourquoi je devais passer par là. Et donc, ça a été magique, en fait. Et donc, voilà. Et c'est juste se concentrer sur ce qu'on peut juste contrôler. Nous, à notre niveau, dans n'importe quel projet, peu importe lequel, hein, sport, pas sport, peu importe, entrepreneuriat, c'est qu'est-ce que je peux faire moi, là, tout de suite, à mon niveau, qui ne dépend pas des autres, ni du temps, ni que de moi, en fait. Et si ça, c'est déjà bien fait, il y a des choses extraordinaires qui s'opèrent. Et c'est vrai qu'au moi, des fois, on a tendance, dès que je vois, bah, je vois à l'extérieur, il y a des choses, ouais, mais eux, ils ont mieux que moi. L'autre, elle a plus de budget, l'autre, elle a des sponsors, l'autre. Et hop, je switchais, attends, reviens, parce que elles n'ont pas, c'est toi, ton histoire, qu'est-ce que toi. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, moi aussi, j'avais des armes différentes qu'elles. Et je revenais, je me reconcentrais tout de suite sur ce que je pouvais faire, moi, là, tout de suite. Et je revenais au moment présent. Et tout de suite, ça me levait de papa. Et puis jusqu'à, bah voilà, je commençais à gagner des grands prix, enfin des choses où j'ai mis même une nation, voilà, Maroc, c'était le meilleur palmarès. Donc, il y avait j'emmenais aussi des gens à une inspiration, en fait. Et ça, c'était quelque chose aussi d'important pour moi, de représenter quelque chose pour l'autre et quelque chose de en alignement. Donc, et voilà, je pense que voilà, je vais m'arrêter là-dessus, mais en tout cas, je sais que ça a été ce moteur-là de me concentrer vraiment sur ce que je peux contrôler et lâcher prise totalement sur le reste. Magique. Merci beaucoup pour ce que tu partages et ce que tu dis, c'est tellement fort. Et c'est vrai que comme tu l'as très bien évoqué, souvent quand il y a le rêve, il y a ce projet, et du coup, la première chose, c'est on va chercher à l'extérieur une solution miracle, quelque chose. Elle n'existe pas en fait. C'est nous le miracle. Et comme tu l'as très bien dit, c'est prendre un temps, euh, feuille blanche, s'observer. Et tous, on fait ça. Par rapport à n'importe où on est, c'est quoi les millimètres, ok, où je peux m'améliorer. C'est ces millimètres-là qui, à un moment donné, comme tu l'as très bien dit, ton parcours en est témoin, qui fait à un moment donné une grande différence. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ton histoire, ton parcours, notamment, c'est cette résilience, parce que il y a tellement d'histoires, de voies possibles, mais généralement, beaucoup vont commencer jeunes un sport, le développer, le cultiver, ça va devenir presque une évidence. À 20 ans, il y en a qui sont champions du monde ou quoi. Et comme quoi, ton histoire montre que tout est possible, bien évidemment. Mais il y a vraiment quelque chose d'intéressant. À un moment donné, ce que je te demandais, c'est ça a été quoi le déclic où tu te dis, parce que on n'est pas fou, c'est-à-dire celui qui n'a jamais couru, qui court 10 kilomètres, c'est déjà énorme. Ça va y ouvrir des portes, mais il y a toujours des déclics, en fait, à un moment donné. T'as beau avoir un rêve, on n'est pas fou, on sait qu'il y a 1000 marches à monter. Ça a été quoi le déclic où on se dit, parce que finalement, notre pouvoir en tant qu'être humain, c'est quoi? C'est notre capacité à s'auto-convaincre nous-mêmes. Rien d'autre. Ça a été quoi le déclic où tu te dis, clac, ok, là, je sais que je peux le faire. Je vais tout donner, je vais y aller. Qu'est-ce qui a fait que? Je pense que tout simplement dans la pratique, en fait, il y a pas, comme j'ai expliqué tout à l'heure, j'ai fait certaines choses qui ont fait que bah, ça marche. Et puis, tout ça, bah, ce que je renvoyais aussi aux autres, parce qu'on est des êtres sociaux. Forcément, les autres, waouh, tu sais, il y a des, voilà, j'ai un entraîneur, voilà, il m'a dit, je me souviens, je devais avoir peut-être 3 ou 4 ans de judo. Et puis, il m'avait posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et puis, lui, il s'était pas moqué. Je lui ai fait, j'ai envie de faire partie des meilleurs, voilà, dans le top 5 mondial. Je lui disais tout ce que je voulais. Et puis, lui, il m'a regardé, il m'a dit, toi, tu vas faire ça. Et il m'avait regardé avec des yeux, ouais, tu vois, pour lui, c'était. Donc, aussi, l'autre qui valide notre folie, parce que dans la folie, il y a de la sagesse. Et justement, voilà, c'est de valider ça.
parce que c'était cohérent. Lui, il voit quelqu'un qui travaille, il y a un potentiel, pourquoi pas? Et après, forcément, il y a des autres qui peuvent dire que c'est pas. Et donc, ces bruits-là, toxiques des fois, parce que moi je les appelle, voilà, euh, en fait, ils n'existent plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir 100 personnes qui disent que c'est pas possible. Il suffit que notre voix résonne. Voilà. Si en fait, à l'intérieur, on y croit, et on va raisonner avec la personne qui dit que c'est possible. Par contre, si à l'intérieur, on n'y croit pas, ça va résonner, même si 100 personnes nous disent que c'est possible et une, elle nous dit non, elle va résonner avec cette personne. Je suis parce que nous sommes. Donc, en fait, l'autre revient à notre miroir. Donc, encore, je le redis. Si nous, à l'intérieur, c'est pas OK, s'il y a 100 personnes qui disent c'est possible et une non, elle va être renvoyée avec cette personne. Et le contraire peut. Donc, plusieurs disaient non, il y en avait peut-être qu'une. Ben moi, je raisonnais avec la personne qui me disait yes, c'est OK. Et c'est là où, en fait, la force du miroir, en fait, ce truc qu'on nous renvoie, en fait. Et moi, je sais que j'étais happée tout de suite. Et les belles rencontres, forcément, les sublimes rencontres, je les ai bues parce que ces personnes me résonnaient quelque chose chez moi. Donc voilà, j'ai fait mon entourage avec les personnes en fait qui résonnaient dans mon univers et qui avaient comme une armée avec moi, même si c'était pas là, j'ai toujours été solitaire, mais les peu de personnes qui m'accompagnaient faisaient partie en fait de mon armée et des vibrations. Et donc j'étais envoyée par des vibrations incroyables en fait. Je m'imagine là, je suis émue de dire ça parce que c'est vrai. Et c'est ça l'importance de l'entourage et qu'est-ce que vous voulez comme vibration. Parce que moi, j'étais cette vibration-là. Des fois, on cherche des vibrations hautes de l'autre côté qui nous appellent, mais nous, on est bas. Donc, on peut pas, ça peut pas marcher. Par contre, si on est dans cette énergie de vibration haute, tout ce qui est autour, il arrive des choses exceptionnelles. Pour la petite anecdote, j'ai une amie, il n'y a pas si longtemps, une connaissance plutôt, qui me dit je fais toutes les choses bien, je comprends pas, ça marche pas pour moi. Et moi, je suis persuadée qu'en fait, dans ça, c'est que la sensation que elle, c'est parce qu'en ce moment, elle est dans le down, vraiment intérieurement, donc il faut qu'il y ait un travail, et donc forcément, de l'extérieur ne peut pas suivre. On émane cette énergie-là, en fait. Et donc, c'est ça qui est le plus important, c'est l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Je le dis, cette phrase, je l'écris tellement de fois dans À bras le corps, mon livre. Tout est à l'intérieur, rien n'est à l'extérieur. Et vraiment, tout est à l'intérieur. Tu as tout dit. Amen. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tu as dit un mot qui pour moi est très important aussi, c'est le mot émaner. Émaner. Et c'est vrai que justement, on a beau entendre, on a beau écouter tous les podcasts ou toutes les choses, même tout ce qu'on veut, tant qu'on le ressent pas véritablement, on peut pas le comprendre. Et ce qu'on comprend, c'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on ressent dans notre cœur, dans notre tripes. Qu'est-ce qui a fait, je vais m'intéresser justement à ça, parce que pour moi, c'est la chose la plus importante. Au début, on est toujours inconscient des choses. Après, petit à petit, on devient conscient. C'est la deuxième étape. Donc, on peut se corriger. C'est pour ça aussi qu'on a des coachs, pour aller chercher ces millimètres. Qu'est-ce qui fait, parce que toi, on le sent, on le voit. Alors, je t'ai pas vu tout le long de ce parcours, mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu arrives à vibrer ce niveau d'énergie d'engagement? Je vais y arriver, de positif, de force, j'ai envie de dire, et quand il y a tellement cette énergie comme un faisceau de lumière, ça finit par traverser, ça finit par résonner. Qu'est-ce qui fait que, est-ce que tu as toujours eu, tu as dit tout à l'heure que tu avais cette grande énergie depuis petite, je me souviens, mais est-ce que ce niveau de confiance, est-ce que ce niveau de force, est-ce que c'est quelque chose qui fait partie de toi ou c'est quelque chose que tu as construit, que tu as développé par l'abnégation, par la foi, la résilience, etc. Oui, alors forcément, et comme j'expliquais, c'est un process, mais je sais que aussi, c'était quelque chose où c'est là le paradoxe. Il y a aussi le côté lumière-ombre, et en fait, par moments, il y a eu des périodes dans mon parcours, il y a eu des côtés, l'ombre prenait trop de place, et moi, j'ai essayé de tout de suite, voilà, de comprendre en fait comment ça se fait que des fois, je me mettais en down, et qu'est-ce qui se... Voilà, j'essayais vraiment j'étais pas suivie, hein, j'avais pas un psy, j'avais pas quelqu'un qui m'accompagnait, mis à part des belles personnes autour de moi. Mais je me suis rendu compte très vite, très très vite, que lorsque je m'aimais, en fait, je faisais des trucs de dingue. Waouh! Donc dès qu'en fait, j'arrivais à être gentille, et voilà,
on va dire, le mot exact, c'est que je prenais soin de moi et que je m'aimais et que j'étais gentille. Et en fait, vous savez, il y a très longtemps, j'avais ma tête enfant en fond d'écran. Je l'ai gardée peut-être 10 ans. C'est-à-dire que c'est souvent dans le fond, le téléphone, c'est ce qui touche le plus. Voilà, c'est devenu, voilà. On est peut-être la seule génération qui ont connu pas de réseau, tout ça, mais c'est vrai que mon téléphone, c'est quelque chose que bah, on a souvent, voilà, parce que c'est la génération qui veut ça. Et en fait, on met plein de choses. On met son chat, ses enfants, tout ça. Mais il y a quelqu'un de très important, c'est l'enfant blessé. Cet enfant, on a tous un enfant blessé, tous. Ici, il n'y a pas de concours de cicatrices, mais on a tous un enfant peut-être tombé plus qu'un autre, mais en tout cas, c'est le même. Un enfant, ça pleure, que ça tombe ou qu'il y ait quelque chose de plus grand, ça pleure, c'est la même chose. Donc, c'est voilà, c'est un enfant qui n'est pas content ou une enfant qui n'est pas content. Et donc, dès lors que je sens que j'ai ouvert un tiroir où j'exagérais, c'est-à-dire quand j'étais adulte et j'avais quelque chose et que c'était trop exagéré, bah en fait, ça renvoyait tout de suite que l'autre côté, il n'est pas content, cet enfant. Il n'est pas du tout content. Comment je fais pour lui faire un câlin? Et c'est vrai que moi, pour moi, faire un câlin à cet enfant blessé, il fallait que bah, je le voie tous les jours et que je lui envoie du full of love. Je me suis mis petite dans mon écran. Et puis tous les matins, bah, je me regardais et puis j'ai fait ça à 10 ans en fait. Et je me connectais à cet enfant et voilà. Et c'était beaucoup d'amour et je sais que bah il m'a redonné. Il m'a redonné, lui il a pris le peps et donc bah, il a arrêté de m'embêter en fait. Il a arrêté de me faire chier tout simplement. Je dis ça souvent quoi. Je l'ai laissé tranquille. Et donc, forcément, bah, je déploie mon plein potentiel parce que j'ai compris que c'était ça qu'il déployait. Il me retirait pas. Parce que des fois, Jumage, il retient les adultes par moment. Et un détail tout bête. Un adulte, normalement, a des émotions. On peut être en colère, triste, tout ça. Mais un adulte qui chouine, qui boude, en fait, on est des adultes. Bouder, chouiner, c'est notre enfant qui est là, qui s'exprime. Un adulte peut, bien sûr, être triste. Toutes les émotions. Il communique de cette tristesse, tout ça, ou pas. Mais tu connais ce truc. Le boudage, ces petits traits de caractère d'un enfant. Donc, forcément, on en a tous à 70 ans, 50 ans. Ce truc-là, bah, c'est souvent voilà, lié à cet enfant qui boude et qui n'est pas content. Et donc, toutes ces choses, moi, je les remarquais que attends, quand même, j'ai 22, 23 ans, 24 ans, je suis pas sans. Et donc, voilà, tous ces questionnements-là m'ont amené à plus de psychologie. Après, il faut dire que moi, je suis une lectrice et je suis une obsession. Voir ma bibliothèque, elle est géante. Et d'ailleurs, pourquoi le livre, je l'ai écrit de cette manière avec des références. J'ai envie de pousser les gens à lire. Moi, je sais que le savoir, je dis le savoir m'a sauvé la vie. Le savoir m'a éveillé. Le savoir, voilà, je me suis nourrie et je me suis dit qu'il n'y a pas qu'une vérité. Je lisais un livre, waouh, et je lisais un autre, bah, c'est une autre vérité. Et donc, je prenais des vérités de tout le monde. Un peu de vérité de lui. Peut-être qu'il est en contradiction avec l'autre, mais peut-être qu'il aussi dit des choses vraies. Et donc, forcément, je prenais un peu de chacun. Après, Boris Cyrulnik, c'est vrai que ça a été un peu le pilier sur cet univers de résilience. Donc, et c'est pour ça que j'ai voulu être thérapeute derrière. Il m'a inspiré. Mais en tout cas, je sais que le savoir et lire, c'est quelque chose qui est, voilà, ça nourrit, voilà, comme cette plante qu'on arrose, ça nourrit. Et puis, tout simplement, on prend de l'humilité. Moi, je sais que plus je lis, plus je suis en humilité. C'est-à-dire que humilité, étymologie, humus, c'est-à-dire que humain. Et plus je lis, plus je me sens humaine, profondément. Et parce qu'en fait, l'ego, parce que plus on lit, plus on sait qu'on sait rien. C'est que dalle, quoi. Et donc, c'est ça qui est extraordinaire. Plus ton savoir est grandi, plus tu. Voilà. Et c'est pour ça que souvent, voilà, des grands scientifiques, ils ont une humilité incroyable parce que tout est. Voilà. On sent que dans tout ça, on est tout petit et en même temps grand. Donc, voilà. En tout cas, c'est quelque chose que je pousse pour ceux qui nous écoutent d'être curieux, d'être lire et il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a plusieurs vérités et d'aller la chercher par vous-même. Merci, merci Asma. C'est très très beau ce que tu partages. Quel âge tu as aujourd'hui? J'ai 41 ans. 41. Ok. 20 ans, j'ai 20 ans et 21 ans d'expérience.
Mais il y a cet enfant intérieur qui est Oui, là, la joie, et je pense que la joie, qu'importe l'âge qu'on a, c'est juste un chiffre. Par contre, c'est beau tous les parcours sont beaux, sont différents. Mais ce que j'aime beaucoup dans ton histoire, ce qui nous unit aussi, je pense, tu as toujours, là, tu vois, j'ai un cahier où j'écris, là. Tu vois, c'est des constellations. Il y a écrit, le futur, est écrit dans les étoiles. Et je te montre ça parce que, pour moi, j'aime bien cette phrase qui résonne, je pense à nous, comme Steve Jobs disait, que finalement, de notre vie, il peut y avoir plein de petits points partout, ou alors on peut essayer d'en faire quelque chose comme une constellation. Pour moi, c'est ce que je crois, ce que nous sommes. D'ailleurs, les chercheurs ont expliqué aujourd'hui, ici à Tenerife, il y a un musée, justement, sur les étoiles, et qui explique qu'on est constitué comme les étoiles, les mêmes minéraux, les mêmes choses. Et je trouve ça juste magique, en fait, parce que tous les enfants, petits et grands, on aime regarder les étoiles, se souvenir de ça. Notre histoire, alors oui, peut-être qu'il y a des choses qui ont été douloureuses, qui nous ont fait mal, que si, comme tout le monde, mais c'est notre propre constellation. Nous sommes, en fait, tout ce résultat. Et on peut se dire, OK, ces points, comme tu l'as partagé, je vais en faire quelque chose. Eux, ils ont ça, c'est OK, c'est juste. Moi, avec ce que j'ai, je vais en faire quelque chose. Donc, merci pour ce partage. Je regarde quelle heure il est pour pas te prendre trop de temps, pas trop dépasser. j'allais Euh, sur juste ouais. ça. Un point important à partager, et ça, c'est quelque chose que j'ai finalement adhéré à ça il n'y a pas si longtemps que ça. C'est que par moment, en fait, je suis. Alors, voilà, je suis quelqu'un de très spirituel. Et respirer, hein, je respire. Hein, souvent, on me voit respirer. Donc, respirer, c'est étymologie spirale. Hein. Voilà, ça vient de spirituel, hein, le souffle. Et en fait, en réalité, ce qui se passe, c'est que je dis souvent, je suis une nomade parce que j'ai fait 72 pays, même s'il y a eu la carrière, je partais toujours à des réponses extérieures, donc à trouver quelque chose, voilà, de divin de l'autre côté. Il y a quelque chose de, j'allais chercher de l'extérieur en voyageant avec les gens et tout. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je suis dans le 93, je suis à Noisy-Grand. Et en fait, cet havre de paix, quand on est à l'intérieur, on peut aussi le trouver. C'est-à-dire que même en faisant la vaisselle, on peut être en méditation, on peut être connecté avec le divin en faisant la vaisselle. Et ça, en fait, on le comprend lorsqu'on justement on fait ce périple, que dans le désert, des retraites ou peu importe où, qu'on va retrouver quelque chose de divin. Et en fait, c'est juste là, en pleine ville, en train de traverser, il est avec nous, en fait, constamment. Et ça, en fait, ça fait tout, le tout, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a quelque chose, une lumière qui émane, et donc, en fait, on n'a pas besoin d'aller ailleurs. Justement, alors, je dis bien que si on en a besoin, il faut y aller. Il faut aller traverser, il faut aller rencontrer l'autre, faire son périple. Et c'est vrai qu'il y en a certains qui disent non, j'ai besoin de partir, la ville et tout ça. C'est OK. Mais en fait, la finalité de ce retour, de ce cheminement, c'est voilà, c'est partout. Dès que l'or, on est à l'intérieur, OK, aligné, et ben ça, cette énergie, on la ressent au fin fond du Times Square, comme sur les champs, comme je sais pas où. Et donc, voilà. C'est magique, c'est magique. Je peux dire qu'un grand oui, ce que tu partages, c'est extraordinaire. Et j'ai beaucoup de gratitude. Merci à la vie pour cette connexion, ici et maintenant. On est juste ici et maintenant. Demain, s'il faut, c'est fini. Mais en tout cas, on fait, on vit. Et oui, ton histoire, forcément, ça m'a fait penser à l'alchimiste, parce qu'en fait, on est tous des alchimistes. C'est pour ça que ce livre nous inspire. L'alchimie, c'est ça. Il cherche, il creuse, et en fait, c'est lui qui trouve à la fin. Je pense que le but, c'est se trouver, et comme tu l'as dit, être bien avec nous-mêmes déjà, ça n'a pas de prix, en fait. Qu'importe où on est, bien sûr qu'on est des êtres, et comme tu le dis, d'explorateurs. C'est la vie, en fait, simplement. Aller découvrir la vie. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? On apprend, on grandit, on se rassemble. Enfin, pour moi, c'est ce qui est beau, ce partage-là. C'est ce qu'on peut laisser un bout de nous, peut-être dans le cœur des gens, finalement. Euh, de toute ton histoire, ton parcours, tous les titres, les médailles, etc. Sur quelle note on va parler du côté sportif, là, pour ceux qui s'intéressent par rapport à ça, mais c'est surtout une note de vie personnelle, comme tu disais qu'il n'y a pas longtemps, c'est pas raccroché les crampons, mais là, du coup, le kimono. Euh,
comment s'est passée cette décision? Quand tu prends cette décision, est-ce que c'était une évidence? Est-ce est-ce que tu avais déjà, enfin, j'imagine que oui, préparé la suite? Est-ce que quand tu arrêtes, est-ce que tu sais qu'une autre porte t'attend où tu vas pouvoir y aller encore plus? Voilà. On a tous Alors, quelque chose de différent bien par rapport à ça. sûr, alors en fait, souvent ils disent le deuil de l'athlète de haut niveau. Alors moi, je l'ai vécu très bien. Le pourquoi, c'est parce que même s'il y a eu des downs, alors je l'explique, euh, j'arrête ma carrière à 41 ans. C'est déjà une gratitude incroyable en fait. Là, ça, à partir de là, je me suis dit, waouh, j'étais en forme. Je pense que j'étais l'athlète la plus ancienne à avoir gagné une médaille dans un Open à 40 ans. Et donc, déjà d'arrêter à ça, tu vois, j'étais déjà heureuse en fait d'être en Mm. forme dans ce niveau-là avec des. Je pouvais être la maman d'une athlète quand je crois que je championnat du monde, je pouvais être la maman d'une athlète qui avait 20 ans, je pense. Et avec ça, en fait, j'ai toujours, dans le double projet était toujours fait partie de ma vie. Donc, j'accompagnais, donc j'étais dans ça. Par contre, la réalité, c'est quand on commence quelque chose, quand on arrête quelque chose et on commence quelque chose, il y a le bordel entre. Et ça, il faut l'accepter. C'est que moi, j'étais en intention de accepter que ça va peut-être un peu être. Parce que moi, j'étais avec le kimono, mon armure. Voilà, on bastonnait. Pendant, je ne sais pas, 15-10 ans, j'étais dans ce rythme-là. Et du jour au lendemain, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, puisque j'étais en attention que ça allait arriver et que j'avais ce focus, il fallait que je me prépare à ça. Et donc, j'acceptais de ne pas aller bien. Et ça, je le dis, hein, il y a des fois où Mm. j'étais pas bien. Attends, résiste pas, accepte. Tu fais ton deuil de quelque chose. Et puis, j'ai compris une chose, c'est que c'est peut-être le deuil juste du haut niveau. Le judo fera toujours partie de ma vie. Mm. Un guerrier n'arrête pas quelque chose qu'il aime, il trouve de l'amour dans ce qu'il fait. D'admirer Mm. un guerrier pacifique. Et donc, en fait, rien ne m'empêche. En fait, j'ai mis le kimono, j'étais dans mon club et j'ai fait judo. En fait, il est là encore le sport. Et donc là, je Mm. suis dans la transition ou me faire plaisir. C'est-à-dire que le sport qu'on aime, il est toujours là parce que souvent, l'athlète de haut niveau, il y a le haut niveau, mais il y a aussi le sport. Il a l'impression que tout est enlevé. Mm. Il n'existe plus ça. Et en fait, bien sûr que si. Il est là, son sport. Il peut continuer à le faire. Peut-être plus en disant que c'est lui le meilleur. Et c'est ça qu'il faut travailler. On n'a plus besoin de Exactement. dire voilà. Par contre, bah, on part dans d'autres domaines. Alors moi, je sais que ça, je l'ai accepté pleinement, en fait, tout simplement. J'ai vécu ce voyage et je pense que tout ce voyage m'a amené à être vraiment ma mission dans la transmission. Et je l'ai embrassé pleinement et sans dire que ça a été toujours top. Il y a des fois vraiment où mon mental ou mon mind, voilà. Mais à chaque fois, voilà, c'est toujours cette petite discipline. Des fois, le corps, vous savez, le corps, il n'a pas envie, voilà, il a envie d'être au lit, il n'a rien envie de faire, il n'a pas envie d'être dans l'action. On n'a pas envie, tout simplement. Et Mm. ça, c'est OK. Par Mm. contre, juste, c'est pas le pousser, c'est tout simplement, personne n'est revenu déprimé parce qu'il est parti juste un peu courir. L'être humain, c'est Mm. un être en mouvement. On est vraiment un être en mouvement. Prendre soin de son corps pour que juste son âme puisse bien y habiter. Et c'est-à-dire que notre premier temple, notre première maison, notre arbre le premier, c'est notre matière. Elle est là. Et en fait, aussi, il faut en prendre soin. Et donc, c'est ça aussi d'être ancré, corps, esprit. On ne peut pas juste prendre soin de l'esprit sans que le corps. Donc, les deux, maintenant, je suis plus dans le sport de santé, même si je vais faire des challenges un peu fous. Ça, c'est pour ceux qui me C'est connaissent, normal. j'aime. Et aussi, j'utilise ça pour, voilà, moi, comme je suis un peu, voilà, dans tout ce qui est univers du social, donc voilà, je fais des challenges pour une mission un peu, voilà, noble. Mais en tout cas, voilà, c'est juste pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, merci infiniment pour ce moment. Merci Asma, vraiment merci, un immense merci. On pourrait parler, je pense, toute la journée. Il y a tellement à dire. Je tenais déjà tout d'abord à gratitude. Je suis très heureux de cette connexion et voilà, plein de belles choses. Et puis peut-être on va se voir par la suite ou quoi que ce soit. En tout cas, ce sera un grand honneur. Pour finaliser, simplement pour ceux qui nous écoutent, de toute ton histoire, tout ton parcours, si tu devais retenir, même si c'est difficile de faire ça, mais s'il y avait trois choses que tu aimerais transmettre, peut-être maintenant, on va dire pour justement la petite Asma de l'époque,
peut-être des jeunes garçons ou des jeunes filles qui peut-être vous regardent de n'importe où, du Maroc ou de France ou de n'importe où sur ce monde, ces petites étoiles qui te regardent, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre aujourd'hui? Ah. Je pourrais transmettre quelque chose je pense que c'est la première chose qui m'a éveillée, vraiment, qui m'a le plus éveillée et j'ai envie voilà, j'espère que vous allez bien la recevoir, c'est de s'aimer tellement Mhm. fort. Euh, pour pouvoir justement aimer l'extérieur. En fait, c'est vrai que des fois on peut dire oui, c'est que des phrases bateau, machin, mais profondément, c'est de quelque chose que j'ai vécu dans ma chair, de ce parcours aussi difficile. Hein. J'ai traversé mon enfer voilà, et puis les fissures, toujours il y a la lumière qui jaillit des fissures, d'accepter et d'embrasser ces mots AUX et d'y mettre de l'amour. Voilà, beaucoup, beaucoup d'amour, mais avec un travail. Hein. Je sais que c'est quelque chose qui est des fois dur à entendre quand on n'est pas prêt de l'entendre. Mais ce retour d'expérience fait que lors on met beaucoup d'amour dans ces mots AUX et de s'aimer, euh, on, on, on rencontre le divin, on rencontre quelque chose de tellement puissant en fait, et en fait on émane cet amour pour les autres en fait, et que tout n'est pas linéaire, il y aura des moments difficiles, mais en tout cas de se reconnecter puissamment à soi. Et la dernière phrase que je dirais, et que je vais m'arrêter là, c'est respirer. Respirer, c'est vraiment la base de tout. Respirer, c'est un geste tout super simple. C'est quelque chose qui va vous connecter à ce que vous êtes profondément et de vous remettre un peu voilà, sans division, vraiment de respirer tout simplement. Respirar qui devient spirituel. Donc voilà, je vous souhaite de respirer puissamment, profondément et de vous aimer très fort. Gratitude. Gratitude, Asma. Merci à toi pour cette lumière que tu nous as apportée aujourd'hui. Une heure de bonheur, d'amour et de grandeur surtout, j'ai envie de dire. J'ai été très heureux, beaucoup de frissons, beaucoup d'émotions et il y a eu plein de beaux messages qui sont passés aussi. Merci à tout le monde. Cette interview, il va rester disponible dans tous les cas si vous vous connectez. On va le partager ici, sur YouTube, etc., en podcast, pour vraiment partager cette onde, cette vibration du cœur. Donc, merci à toi. Reparle-nous de ton livre, où est-ce qu'on peut l'acheter, le trouver. Moi, je vais le commander aussi, c'est une évidence. Alors c'est vrai qu'à bras-le-corps, il me tient beaucoup à cœur parce que c'est pas simplement une biographie, c'est vrai qu'il y a une intro qui est impactante, qui explique un peu un passage de ma vie. Mais j'ai voulu en fait tout simplement le livre que j'aurais voulu avoir quand j'étais petite. Je l'ai un peu fait, donc de 14 ans jusqu'à infini, on peut le lire. Donc c'est 12 chapitres, 12 thématiques puissantes, comme l'acceptation, la vulnérabilité, apprendre à s'aimer, l'injustice, l'intégration. Donc il y en a beaucoup, beaucoup, l'audace. Donc des histoires, voilà, c'est des histoires, des outils. Donc je donne des outils avec humilité. Si vous en voulez pas de mes outils, attention, je vous donne des livres. Tous les livres que j'ai lus ou qui ont inspiré le monde. Donc dedans, on peut trouver au moins une centaine de livres. Et si vraiment vous ne pouvez pas lire, vous pouvez trouver des films. Parce que les films aussi peuvent éveiller notre... Donc voilà, des livres, des films et aussi des documentaires. Donc on peut rester voilà, curieux sur une thématique qu'on souhaite. Donc voilà, chaque thématique a des livres références. Donc c'est un livre référence et puis je pousse les gens justement à manger du savoir et de se nourrir des bonnes choses. Donc c'est une bonne nourriture et qui s'appelle À bras le corps, ça vient de Face Cachée, l'éditeur. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Asma. Je te remercie et passe une magnifique journée. Merci à tout le monde qui a été là pour tous vos commentaires. C'était juste magnifique. Et puis, tout le meilleur pour toi pour la suite. Et à très, très vite. Encore une fois, gratitude pour ce temps. T'attends pour tout ce que tu fais, ta mission de vie. J'ai vu toutes tes retraites et ce que tu fais, tes séminaires. Voilà, moi aussi, la connexion, hein, elle n'est pas pour rien. Merci à toi, merci infiniment à toi et puis tout ce que tu émanes à rendre un peu le monde à ton niveau meilleur et merci d'être un canal. Merci. On fait ce que l'on peut, chacun d'entre nous, et c'est ça qui est bon. Donc, merci à tout le monde et surtout merci à toi pour ton retour. Gros bisous, belle journée à tout le monde et à très bientôt. Merci.